bonsoir. Bon, on va attendre un petit peu que les gens se connectent et après on commencera. Donc, coucou Noémie. D'abord, j'aimerais juste savoir si vous m'entendez bien. Comme j'ai une ventilation au-dessus là, j'ai peur que ça pourrisse un peu le son. Donc dites-moi si vous m'entendez bien déjà, si ça va. Bonjour à tous. Coucou. Merci Noémie, super, super. Bon alors c'est la première fois que je fais un live sur Instagram ou n'importe où d'ailleurs. Je suis un peu stressée, donc je vous demande d'être indulgent avec moi. En tout cas, pour ceux qui viennent du Shiba Matsuri, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon festival samedi et dimanche. Moi hier, j'étais pas trop présente sur les stands. Mais aujourd'hui, j'ai un peu regardé ce qui se faisait. C'était super sympa. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et donc, le festival se clôture ce soir, là, à 18h. Et on termine avec cet atelier sur le thé. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son ou de connexion. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Je suis vraiment pas habituée. Je donnais pas mal d'ateliers au Japon, mais c'était devant des gens avec des vraies personnes en face de moi, donc là, je suis un peu perturbée. Bon, il est 18h. Je peux peut-être commencer par vous dire ce qu'on va faire ce soir, là. Et puis après, on s'y mettra tout doucement. Donc, ce soir, je vous propose une petite initiation au thé japonais. Alors, ce sera très concis, très simple, hein, vraiment des bases. Mais pour partager, bonjour. Akito, bonjour. Oui. Merci, merci, le son est parfait, super. Moi, je suis contente, tout va bien alors. Ouf. Du coup, une petite initiation au thé japonais. Je vais commencer par vous faire un bref historique en fait du thé au Japon. Vraiment très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai des notes parce que comme ça, je suis sûre que je vais pas m'éparpiller de partout et que ça va pas durer 3 heures. Manière, on peut pas, c'est limité, je crois, à 1 heure. Donc, on va voir. Et après ça, je vais vous parler un petit peu des différents types de thé au Japon, vous présenter quelques-uns des ustensiles pour le thé japonais que j'ai posés à côté de moi. Et puis en dernier, on va parler du thé froid parce que c'est la saison, même si vous le voyez à mes vêtements, aujourd'hui dans le nord de la France il fait froid. Mais bon, bientôt il fera plus chaud, donc le thé froid, on va en parler et on va terminer en faisant un petit matcha froid ensemble. Donc je vous le dis déjà par avance, si vous voulez faire le matcha en même temps que moi, il vous faut un bol, du matcha, un petit fouet pour fouetter votre matcha, de l'eau chaude et des glaçons. Voilà. De toute manière, je vais devoir aller prendre mes glaçons à un moment donné, donc ça vous permettra de vous préparer si vous voulez le faire en même temps que moi. Voilà, donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui viendraient du Shiba Matsuri. Je m'appelle Elodie. Et du coup là j'habite à Lille depuis le mois de mars et avant ça j'habitais à Shizuoka au Japon où j'ai vécu pendant 6 ans. Et Shizuoka en fait est la première région productrice de thé au Japon, c'est la région qui produit le plus de thé. On pense souvent à Kyoto. Kyoto en fait est la première région du Japon en termes de qualité pour le thé, en termes de production c'est Shizuoka. Donc j'étais dans une région où il y avait des champs de thé de partout, des entreprises de thé de partout. Vraiment vous pouviez pas rater le thé quoi. Donc moi je suis arrivée, je connaissais rien au thé et puis j'ai commencé par apprendre la cérémonie du thé avec l'école Urasenke pour m'aider un petit peu à m'adapter à la culture japonaise et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le thé et petit à petit voilà, j'ai découvert le thé aussi du quotidien, pas seulement la cérémonie du thé, donc le sencha, etc. Et je me suis formée pour devenir, je sais pas comment on appelle ça en français, mais sommelière en thé. Et voilà, et là je suis de retour en France et je suis ravie de pouvoir participer à ce Matsuri. Voilà, c'est mon premier événement en France, donc je suis trop contente. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et Akito qui me dit revenir à Shizuoka. Oui, Akito, un jour, je reviendrai, promis, en vacances, mais surtout pas l'été. Il fait beaucoup trop chaud et humide.
Bon, allez, on va commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer. Je vais essayer de suivre l'écran en même temps, mais je sais que quand je commence à parler, je m'en vais très loin. Donc, si je saute vos questions, n'hésitez pas à me le rappeler. Si on a le temps à la fin, on fera un échange de questions. Je serai ravie d'échanger avec vous. Donc, je prends mes petites notes pour pas m'éparpiller et pour pas trop vous en dire. Et voilà. Le thé. Alors, d'abord. Ah non, hein. Lucie. Alors le thé, qu'est-ce que le thé? Le thé à la base, pour ceux qui débutent dans le thé, c'est une petite feuille verte. Il n'y a pas plus simple. Tous les thés, quel que soit le thé que vous voyez, qu'il soit rouge, noir, vert, bleu, parfumé, ce que vous voulez, à la base c'est la même feuille verte qu'on appelle la Camellia sinensis. Et donc voilà, c'est une petite feuille verte. Il y a différents types de théiers. C'est comme le vin en fait. Hein. Vous avez différents cultivars pour le thé. Exactement comme le vin, ça se ressemble beaucoup. Donc différentes races entre guillemets de théiers. Donc vous aurez des théiers avec des feuilles plus ou moins grosses, qui donneront un petit peu plus d'amertume, un petit peu plus de douceur. Mais à l'origine, n'importe quel thé, c'est cette petite feuille verte qu'on appelle Camellia sinensis. Et après, selon le procédé de fabrication, le thé va changer en fait. Hein. On va l'oxyder ou pas l'oxyder, le fermenter, l'étuver, pas l'étuver, etc. Donc c'est assez incroyable quand vous voyez tous les types de thé dans le monde de se dire qu'à la base c'est cette même feuille verte. Enfin moi ça me fascine. Voilà, donc ça c'est pour le thé, c'est ça à la base. Le thé à la base c'était utilisé en fait comme un... Bonsoir Geoffrey. C'était utilisé comme un médicament. C'était vraiment pour se soigner et c'était pas du tout quelque chose de dégustation. C'était pas une boisson, ça n'avait rien à voir avec le goût du thé qu'on a aujourd'hui. C'était un médicament. Vous regardez dans l'histoire de la Chine, dans les légendes anciennes, on a des légendes avec le thé qui étaient utilisées comme médicament. Le thé japonais, il a commencé quand? Alors le thé japonais, il faut savoir que pour le thé, il y a deux gros pays en fait majeurs pour le thé, c'est l'Inde et la Chine à l'origine. Le thé japonais vient des théiers chinois. Voilà, donc les feuilles sont plus petites qu'en Inde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des feuilles de théier. Moi, il est oxydé mais pas voulu. Oui, je lis en même temps. Non, c'est pas grave que ton thé soit oxydé. On en reparlera si on a le temps. Du coup, voilà, le thé japonais vient de Chine. C'est un moine chinois qui a ramené des graines de théier au Japon. Hein. Il faut savoir que les moines japonais se formaient au bouddhisme en Chine à l'époque. Donc ça remonte au 9e siècle. Les premières traces écrites officielles sur le thé, en fait, remontent du 9e siècle au Japon. Donc il a ramené ces petites graines à l'empereur. Ça n'a pas trop marché. Alors, en tant que médicament, ça a bien marché, mais après, ça a fait un peu un flop, hein, le thé. Et vraiment, le thé japonais a commencé à se développer au XIIIe siècle, pendant l'époque Kamakura, au Japon. C'est là vraiment que le thé a pris vraiment une ampleur. Il a commencé à se répandre à travers les différentes couches sociales, même si c'était encore une boisson un peu pour les riches, enfin pour ceux qui avaient de l'argent. Hein. À cette époque, on trouvait du thé comme le matcha, même si c'était un peu différent de notre matcha actuel, mais bon, ça ressemblait au matcha. On trouvait des thés qu'on appelle aujourd'hui en japonais les kamailicha, qui sont des thés en fait, après avoir ramassé les feuilles, on les passe dans un wok, dans une grande marmite chaude, et la chaleur va stopper l'oxydation. C'est la méthode chinoise ça. Donc à l'époque, c'était cette méthode qui était utilisée. Il n'y avait pas du tout de thé vert sencha. Donc le thé japonais le plus connu actuel, c'est le thé vert sencha. Ça n'existait pas à l'époque, c'est très récent. La cérémonie du thé aussi s'est développée à peu près à cette époque, surtout au XVIe siècle. C'est là qu'elle a commencé vraiment à être codifiée et qu'elle a pris les formes qu'elle a aujourd'hui, avec un personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Likyu en japonais. Donc c'est là vraiment que la cérémonie du thé a été codifiée et est devenue la cérémonie du thé qu'on connaît aujourd'hui. Donc le XVIe siècle, au final, c'est pas si vieux que ça quand on y repense par rapport à toute l'histoire du Japon. Donc le thé se répand et arrive le XVIIIe siècle avec l'époque Edo. Et là, le thé prend un nouveau tournant parce que les Japonais ont envie de trouver leur propre méthode de fabrication du thé. Les Japonais, se sont souvent inspirés de la culture chinoise et l'ont transformé après à leur sauce. Ils font ça très bien d'ailleurs. Du coup, pour le thé, ils se sont dit, bon allez, nous on va faire notre propre méthode de fabrication du thé. Et donc, au lieu de stopper l'oxydation du thé avec le wok dans une marmite chaude, ils ont commencé à étuver le thé, donc à le passer à la vapeur. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le sencha. Le sencha, c'est des feuilles de thé qui sont passées à la vapeur. Bon, c'est
une partie du processus, mais c'est la première étape et la plus importante. On stoppe l'oxydation par la vapeur. Bien sûr, si vous voulez un thé rouge, noir, oxydé, on ne stoppe pas l'oxydation, mais là je parle du thé vert. Hein. Donc ça c'est le XVIIIe siècle et c'est aussi à cette époque qu'on a des ustensiles comme la théière japonaise qu'on appelle en japonais kyusu. Ce genre de théières ne sont arrivées en fait qu'au XVIIIe siècle. Voilà. Avant on utilisait des théières à la chinoise, c'était pas du tout comme ça. Donc finalement l'histoire du thé japonaise elle est ancienne et en même temps elle est assez récente. Vraiment c'est assez drôle. Et pour nous les Européens, en fait, ah oui, je tiens à préciser aussi que je tiens à préciser aussi que la cérémonie du thé japonaise a été ouverte aux femmes seulement à la fin du 19e siècle. C'est pour vous dire. Ça a pris du temps, il faut savoir que le Japon est resté très longtemps fermé. Fermé aux autres cultures, fermé à l'étranger. Et très conservateur. Donc nous les femmes, on a pu commencer vraiment la cérémonie du thé qu'à la fin du 19e siècle. C'est très très récent. Avant le thé c'était pour les hommes et seulement pour les hommes. Voilà. Merci ma kyusu, oui. C'est une kyusu très classique faite à Tokoname au Japon. Voilà. Voilà, après l'Europe, le thé est arrivé en Europe au XVIIe siècle. Il est arrivé en Europe grâce aux Hollandais qui l'ont ramené de Chine. Donc le thé qu'on avait en Europe, c'était du thé chinois, pas japonais. Le Japon était encore fermé sur son île, non. Et c'était des thés plutôt oxydés. Il y avait du oolong un petit peu aussi, mais bon, c'est pas le thé vert qu'on connaît actuellement. Donc voilà, il est arrivé très tardivement en fait. Au Japon, j'ai les notifications, je ne sais pas si vous les voyez, de mon line qui défile. Du coup, en Europe, le thé est arrivé très tardivement parce que le Japon est resté fermé très longtemps, en fait. Voilà. Je lis en même temps vos commentaires. Et oui, maintenant, exactement. Maintenant, on voit le thé, en fait, comme une activité de femme, alors que non, le thé, c'était une activité d'homme. C'était les grands généraux qu'on appelle les bushi, les samouraïs au Japon, c'était les moines, c'était les seigneurs. Après ça a été les marchands, et les marchands c'était que des hommes à l'époque. C'était vraiment un art d'hommes et qui servait beaucoup à la politique, le thé. Ça servait vraiment beaucoup à la politique. Les grands seigneurs en fait japonais, avant de partir à la guerre, ils allaient chez un maître de thé, ils faisaient une cérémonie du thé, ça leur permettait de se poser avant d'aller à la guerre, de retrouver un peu, de se recentrer, de se déposer. Et voilà, mais sinon, vous avez la femme de Sen no Rikyu, donc la personne qui a codifié la cérémonie du thé. Sa femme était interdite d'entrer dans la salle de thé, hein. Attention. Mais bon, voilà, c'est la culture, hein. En Europe aussi, les femmes, ça a pris du temps avant qu'on ait nos droits, mais voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le mont Fuji, mais sachez que pour les femmes aussi, le mont Fuji a été interdit pendant très très longtemps, jusqu'au 18e, 19e siècle aussi. Enfin bref, on va pas. Vous voyez, je commence déjà à m'éloigner du sujet. Recentre-toi, Elodie. Voilà, si vous voulez un peu en savoir plus sur le thé, il y a plein de bouquins intéressants. Moi, j'ai envie de vous proposer 2 livres aujourd'hui. Alors, il y a le livre du thé de Okakura Kakuzo, pardon. Okakura Kakuzo, c'est le livre du thé, c'est un des livres les plus connus sur le thé. Et il y a aussi Vie du thé, Esprit du thé de Sen Soshitsu, qui est en fait un grand maître de thé de la maison Urasenke. Je pourrais vous le réécrire dans une publication plus tard si vous voulez avoir les références, mais si vous voulez vraiment comprendre un petit peu plus ce que c'est le thé, sa culture et son esprit, il faut lire ces 2 livres qui sont en français, donc c'est parfait. Je continue à lire vos messages. Oui, très bon livre. Ah ben, je vois qu'ils sont connus. Super. Si vous voulez voir, Sen Soshitsu, c'est ce personnage-là. Il est incroyable. Je suis fan de lui, en fait. Pour ceux qui aiment les mangas, oui, parce que j'ai pensé à tout le monde. Vous avez un super manga, c'est celui-ci, sur le thé. Alors malheureusement, il n'est pas traduit en français. J'aimerais bien le traduire honnêtement parce qu'il en vaut vraiment la peine, mais si vous lisez le japonais, il y a ce manga-là. Le titre est super long. C'est Chabashira Club.
Et c'est sur l'histoire en fait d'une fille qui achète un camion et qui fait le tour du Japon en fait avec son stand de thé et qui vient en aide aux gens en fait grâce au thé. C'est génial. Pour ceux qui aiment le thé, même si vous savez pas lire le japonais, hein, rien que les images, il est magnifique. Voilà. Je me recentre. Oui, ça fait de l'exercice pour apprendre. C'est pas trop. À part les termes sur le thé, c'est pas trop compliqué. Ça va, ça va. Je vous redonnerai tous les noms à l'écrit dans un petit. Je ferai un petit résumé sur mon Instagram si ça vous intéresse. Je vois que Simon nous dit également Hyogemono, un manga sur la vie de Futola Oribe au XVIe siècle. Et ben, tu vois, je connais pas du tout. Donc, il faudra que tu me le renotes parce que je vais oublier, moi, les noms, je retiens pas. Ouais, ben écoutez, je vais essayer de traduire ce manga. Vraiment, c'est un de mes objectifs là dans ma vie, de le traduire en français pour qu'il soit accessible. Je pense même pas qu'il existe en anglais. Enfin bref, chaque chose en son temps. Voilà, bon, je vais me dépêcher parce que le temps passe, mais je suis tellement contente d'échanger avec vous, c'est génial. C'est génial. Merci encore à Shiba Matsuri, vraiment. Alors, on revient à nos moutons, les différents types de thé. Donc, il faut savoir qu'au Japon, les types de thé, on a un petit peu moins qu'en Chine, mais il y a quand même une large famille de thé, hein. Vous avez donc les thés verts sencha qui sont les plus connus, en sachant que ces thés verts sencha, ils vont être encore sous-catégorisés en plusieurs types de thé verts. Vous avez vraiment beaucoup de types de thés verts différents au Japon. Vous avez des thés comme le matcha que vous connaissez très bien, comme le gyokuro, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il y a une vidéo sur mon Instagram que j'ai publiée il n'y a pas trop longtemps sur le gyokuro où j'explique un petit peu ce que c'est comme thé, etc. Donc ça peut être sympa aussi. Le gyokuro, c'est un des thés les plus luxueux en fait au Japon, hein. C'est très compliqué en fait à produire, mais ça en vaut la peine, c'est excellent. Mais vous avez aussi des thés noirs au Japon. Enfin, au Japon, on appelle ça des thés rouges. En Europe, des thés noirs. Donc, c'est des thés qui sont complètement oxydés. Et on a aussi des thés comme ça au Japon. C'est pas connu du tout, mais je vous jure que ça en vaut vraiment la peine. C'est excellent. Je continue à lire en même temps. C'est très gentil, Camille. Merci beaucoup. Je sais pas, moi, ça défile et du coup, j'ai pas vu le message de Yukiko. Ah, c'est Ochaski Nakata. Ah, eh oui, c'est des livres très connus. C'est dur hein, de suivre en même temps le, le wakocha. Exactement, Geoffrey, il a dit, il vous a écrit hein, le wakocha. Le wakocha, en fait, c'est le thé rouge japonais. Kocha, en japonais, c'est thé rouge, thé noir hein, pour les Européens. Et wa, c'est le kanji pour le Japon. Enfin, ça veut dire la paix, mais c'est utilisé pour le Japon aussi. Donc, wakocha, si vous voyez wakocha, c'est un thé noir, un thé rouge japonais. Ça n'a rien à voir avec les thés rouges des autres pays d'Asie. C'est vraiment à goûter. Il y a beaucoup moins d'amertume. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus parfumé. C'est vraiment à tester. Les Japonais font aussi des thés oolong. Donc des thés qu'on dit bleus. Hein, il y en a aussi au Japon. C'est plus rare. Il y a des thés aussi post-fermentés. Voilà, il y a vraiment beaucoup de types de thé, mais le plus connu est presque 90% du thé japonais, c'est du thé vert, sencha. Voilà. Avec plaisir et bienvenue. Merci. Du coup, voilà. Donc ça, c'est les types de thé japonais. Nous, on va parler plutôt thé vert aujourd'hui, hein, puisque c'est le plus courant, en sachant que dans les sencha, il y a encore vraiment beaucoup de types différents. Mais ça, on en parlera une autre fois en détail. Je ne vais pas me partir dans toutes mes explications. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu les accessoires et après, promis, on commence à déguster. Parce que sinon, ça va faire long. Alors, d'abord pour le matcha. Si vous voulez faire du matcha, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va vous falloir un bol. Moi, j'ai sorti mon bol pour l'été. Il est transparent, mais en général, c'est pas transparent. Vous voyez, sa forme, elle est aussi un peu spéciale. Elle est très évasée et beaucoup moins haut qu'un bol habituel. C'est les bols, en fait, spéciaux pour l'été. Grâce à sa hauteur, c'est plus bas qu'un bol normal. Et à sa largeur, le thé va refroidir plus vite. Et du coup, l'été, quand il fait chaud, c'est agréable. Voilà. Donc, il vous faut un bol, quelle que soit sa forme, sa couleur. Il vous faut, si possible, donc, le chasen. C'est le petit fouet à matcha. D'accord ? Et avec ça, et bien sûr du matcha. Et avec ça, vous pouvez faire votre matcha. Donc ça, en japonais, on appelle ça un chawan. Et ça, on appelle ça un chasen. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur le matcha et comment le préparer, sachez qu'il y a une vidéo dans mes vidéos Instagram que j'ai publiée il y a peu de temps qui explique un petit peu plus en détail la préparation du matcha. Donc je vous renvoie à cette vidéo.
Donc ça, c'est pour le matcha. Ensuite, vous avez donc la théière japonaise que je vous ai proposée tout à l'heure, que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle en japonais une kyusu. Donc il y a une forme un peu spéciale et qui va permettre en fait d'infuser le thé japonais, surtout le thé vert sencha. Voilà, c'est elle qui est la mieux adaptée. Elle a été donc créée au XVIIIe siècle, en même temps ou juste après l'arrivée du sencha au Japon. Enfin, la création du sencha au Japon. On a aussi ce qu'on appelle le yuzamashi. Je ne sais pas si vous avez déjà bu du thé vert japonais, mais le thé vert japonais, il faut faire très attention à la température. Sinon, ça devient très vite amer. Donc, les Japonais ont créé cet ustensile, un yuzamashi, qui veut dire littéralement un refroidisseur d'eau, pour pouvoir en fait contrôler la température de l'eau. Ils mettent de l'eau bouillante dedans. Sachez que quand vous transversez de l'eau bouillante dans un récipient, vous perdez déjà entre 5 et 8 degrés. Donc voilà, grâce à ça, ils contrôlent la température de l'eau et ils peuvent infuser leur thé vert de manière plus adéquate. Donc voilà, ça c'est, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une tasse, un bol, n'importe quoi en fait. Il suffit d'avoir un récipient pour transverser son eau chaude dedans et perdre un petit peu en degrés. Ça, c'est les ustensiles classiques pour infuser le thé vert, mais vous avez aussi d'autres ustensiles, comme par exemple ce qu'on appelle en japonais le shibori dashi. Ça se présente comme ça, c'est très marrant, c'est tout petit, et ça va vraiment servir à la dégustation du thé. Avec ce genre de théière, on va vraiment infuser des thés en très petite quantité et plusieurs fois. On va faire plusieurs infusions. C'est un petit peu comme la cérémonie du thé en Chine en fait, hein, le gonfucha, c'est exactement pareil. On va infuser en petite quantité mais plusieurs fois en changeant la température de l'eau. C'est vraiment pour la dégustation et pour les thés haut de gamme. Voilà, c'est un shibori dashi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Vous avez d'autres ustensiles aussi, comme par exemple ce genre d'assiette. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait une assiette ici? Ce n'est pas une assiette, c'est pour boire le thé et c'est pour infuser le thé. Avec ça, on peut faire ce qu'on appelle le susulicha. En fait, il suffit de mettre 1 gramme de thé au milieu, un tout petit peu d'eau chaude, généralement descendue à très basse température. Donc vraiment un tout petit peu juste pour recouvrir les feuilles parce que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de profondeur. Vous attendez même pas 1 minute et ensuite ici, par le biais de cette petite bouche, vous allez boire ou plutôt aspirer le thé, comme ça. Et là, vous pouvez en fait déguster des thés très haut de gamme et ça n'a rien à voir avec le goût du même thé que vous aurez infusé dans une théière. Donc voilà, il y a beaucoup d'ustensiles assez marrants dans le monde du thé et j'avais envie de vous présenter ces 3-là, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, sachez, j'ai envie de le dire, je le dis toujours, dans le monde du thé, il n'y a pas de règles. Vous pouvez faire du thé quand vous voulez, avec n'importe quoi au final. C'est pas parce que vous n'avez pas tous ces ustensiles à la maison que vous ne pouvez pas faire de thé. Attendez, j'ai vu une question intéressante. Non, le susulicha ne sert pas qu'au gyokuro. Vous pouvez l'utiliser avec des thés haut de gamme sencha aussi. Les thés gyokuro sont des thés qui ont été ombrés dans les champs de thé, mais vous avez des thés sencha qui n'ont pas été ombrés, mais qui sont quand même exceptionnels. Et alors, vous pouvez très bien faire avec ce type de thé aussi. Akito, yasumi nasai. Akito, bonne nuit. À bientôt. Ah oui, au Japon, il est tard. Ah oui, il a veillé tard. Donc, je reviens à mes moutons. Du coup, je me suis perdue. Oui, donc c'est pas parce que vous n'avez pas tous ces ustensiles à la maison que vous ne pouvez pas faire de thé. J'ai pas envie que les gens croient que le thé, c'est un monde en fait qui n'est pas accessible. Souvent en fait, et au Japon aussi surtout beaucoup, parce que finalement le thé de nos jours au Japon, ça se perd. Les jeunes ne font pas du thé. C'est quelque chose en fait qui paraît lointain, un peu inaccessible, et c'est tellement dommage. Les 3/4 des jeunes japonais ne possèdent pas de théière. Et du coup, on a cette image du thé, surtout dans la cérémonie du thé, que c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas faire si on n'a pas les connaissances, si on n'a pas les ustensiles. Et moi, j'ai envie de dire que non, justement, le thé à l'origine, c'est pas ça. Quand vous remontez dans l'histoire du Japon et dans les campagnes japonaises, les gens ils faisaient du thé avec quoi? Une marmite, des feuilles, dans l'eau bouillante et voilà, basta, ils buvaient leur thé. Le thé c'est accessible à tout le monde, à la base c'est une plante, c'est un médicament, donc voilà, j'ai pas envie que les gens pensent que s'ils n'ont pas toute la panoplie des ustensiles, non, on s'en fout en fait. Vous pouvez faire du très bon thé
avec une théière européenne dans laquelle vous faites vos infusions, qu'importe. Ça marchera aussi, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez, même si vous n'avez pas de théière, vous prenez une tasse, vous mettez vos feuilles dedans, de l'eau chaude, vous utilisez ce genre d'ustensile et vous transversez votre thé dans une autre tasse et votre thé est infusé, voilà. Il y a juste un truc que je vous conseille d'éviter, c'est les boules à thé. C'est le seul truc avec lequel j'ai un petit peu de mal. Pourquoi ? Parce que dans la boule à thé, les feuilles de thé sont toutes serrées et elles ne peuvent pas en fait s'ouvrir tout simplement. Or, le thé va libérer ses parfums en fait en s'ouvrant, en ouvrant ses feuilles dans l'eau. Donc les boules de thé, c'est bien pour les thés parfumés par exemple, pour des thés un petit peu, j'ai pas envie de dire bas de gamme, il n'y a pas de thé bas de gamme. Quand on voit tout l'effort et l'amour que mettent les agriculteurs dans la fabrication du thé, c'est pas des thés bas de gamme, mais bon. Ou on va dire les thés parfumés, allez. Je dis pas que les thés parfumés sont des thés bas de gamme, attention, hein, pas d'amalgame. Mais je veux dire, comme ils sont parfumés, en fait, plutôt que le goût de la feuille de thé, c'est le tout qui est important, donc ça peut encore marcher. Mais c'est vrai que les boules de thé empêchent les feuilles de s'ouvrir et c'est un petit peu dommage. Donc c'est le seul ustensile que je vous déconseille. Après, si vous avez que ça à la maison, mais prenez ça. Il faut s'ouvrir au thé, il n'y a pas de règle. Voilà. Quel nom as-tu donné à la coupelle ? Alors la coupelle exactement, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ce type d'infusion, on appelle ça le susulicha, parce que susulu en japonais, c'est comment on dit en français, c'est aspirer. Ça veut dire aspirer, donc c'est le thé aspiré littéralement, susulicha. C'est super simple en plus de voir quand l'infusion peut être stoppée. Voilà, exactement, Lucie, t'as tout compris. Le gonfucha, Jason, c'est chinois, mais en effet, tout à l'heure, j'ai parlé du shiboridashi, et le shiboridashi, dans sa façon de procéder, ça ressemble un petit peu au gonfucha. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là par rapport à ça et aux accessoires. Si vous avez des questions après, j'y répondrai avec plaisir. Mais je veux qu'on ait le temps de faire un thé froid ensemble. D'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, je vais boire un coup. Donc, le thé froid. Regarde mon commentaire un tout petit peu plus haut. Attends. Oui, avec un gaiwan. Oui, bien sûr. Tu peux faire le susulicha avec un gaiwan, Lucie. Oui, bien sûr. C'est même plus pratique qu'avec l'assiette. Hein. C'est le même principe. Voilà. Du coup, le thé froid. Donc, le thé froid, c'est une façon d'infuser le thé qui n'était pas très populaire en Europe jusqu'à très récemment. Et pourtant, ça a aussi ses avantages. Et ça change un petit peu du thé chaud. Donc, dans les thés froids, en fait, vous avez deux types d'infusion. En gros, hein, pour faire simple. Vous avez les thés froids qui sont infusés totalement à l'eau froide, ou plutôt à l'eau tempérée. Et les thés froids qu'on va infuser d'abord à l'eau chaude et après on va rajouter de l'eau glacée dessus ou des glaçons pour faire un thé froid. Les deux sont très bien. Quand vous commencez par infuser un petit peu à l'eau chaude, vous aurez un thé beaucoup plus fort en bouche. Et quand vous infusez en fait avec strictement de l'eau froide ou de l'eau tempérée, vous aurez un thé très doux en bouche. Sachez aussi que la caféine ou la théine qui est présente... Oh, Shiba Matsuri, merci. Merci pour votre invitation encore. Donc si vous infusez un thé à froid, complètement à froid, sachez qu'en fait la caféine, la théine dans le thé ne se libère qu'au contact de la chaleur. Donc pour les gens qui sont sensibles à la caféine mais qui ont envie de boire du thé, je vous conseille d'infuser vos thés à l'eau tempérée. Comme ça au moins vous n'allez pas à vous inquiéter pour votre santé et vous pouvez quand même apprécier un bon thé. Pour les enfants aussi ou pour le soir tout simplement avant de dormir, c'est intéressant. Donc il y a très peu de caféine dans le thé infusé à froid. Moi le thé que je suis en train de boire là, je l'ai infusé dans ma grande bouteille. C'est une bouteille qui est exprès pour ça, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il y a un filtre en fait ici à l'intérieur. Si vous n'en avez pas, vous prenez une bouteille normale, hein, il n'y a pas de souci. Vous mettez pas mal de feuilles parce que quand on va infuser seulement à l'eau froide, l'eau tempérée, le goût va prendre beaucoup plus de temps à sortir. Donc si vous voulez quand même avoir du goût, il faut mettre pas mal de feuilles, entre 12 et 15 grammes pour 1 litre. Vous mettez de l'eau tempérée jusqu'en haut. Essayez de ne pas prendre l'eau du robinet. Une eau de bouteille ou une eau filtrée, ce sera meilleur. Et au frigo pendant une nuit. Et vous avez un super thé glacé. Et vous pouvez agrémenter ça en fait avec des herbes. Par exemple, vous mettez des feuilles de menthe à l'intérieur. Vous pouvez mettre des écorces de citron.
euh, des écorces de yuzu, hein, le citron japonais. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, du thym, des pétales de rose. Et ça vous fait en fait des thés glacés pour l'été et c'est super bon, rafraîchissant. Si vous voulez en faire des cocktails, vous pouvez rajouter du jus d'orange, vous pouvez rajouter du sucre. C'est vraiment super et ça permet d'apprécier le thé avec une boisson qui n'est pas très caféinée, qui est bonne pour la santé et sain, parce que c'est vous qui l'avez fait, vous savez ce qu'il y a dedans. Et voilà quoi, donc je ne peux que vous le recommander. Moi j'adore en été mettre de la menthe dedans. Voilà. En hiver, je mets beaucoup de gingembre dans mon thé vert. En été, c'est la menthe. Ou alors les écorces de citron. C'est trop bon. Vous pouvez très bien faire du thé froid avec du thé noir. Ça marche aussi. Moi, dans ces cas-là, je commence par infuser à chaud et ensuite je rajoute de l'eau froide. Je trouve que c'est meilleur avec le thé noir. Et après, je mets du jus d'orange dedans, des fruits. J'ai vu passer quelqu'un qui m'a parlé des fruits aussi. Oui, c'est très bon avec des fruits aussi. Vraiment, c'est génial pour l'été. Essayez, faites vos cocktails. Si vous faites des expériences, n'hésitez pas à partager avec moi. Donc voilà, ça c'est pour le thé infusé à froid. Si vous l'infusez au départ à chaud et que vous rajoutez de l'eau froide après, sachez que du coup vous aurez plus de caféine. Mais bon, si vous craignez pas la caféine, c'est pas grave. J'ai envie de dire, tout va bien. Donc voilà, il y a différentes façons d'infuser le thé à froid. Vous avez une autre façon qui vous est présentée dans une de mes vidéos sur Instagram. Je vous renvoie encore à une de mes vidéos. Je suis désolée, mais c'est pour gagner un peu de temps. Où je vous présente comment infuser du thé froid en 5 minutes avec une théière. Parce qu'en bouteille, ça prend du temps, infuser à l'eau froide. En théière, en 5 minutes, vous pouvez infuser un thé froid. Donc je vous renvoie à ma vidéo. Mais en tout cas, voilà, essayez le thé froid, c'est génial. C'est génial. Je lis un petit peu s'il y a des questions. Alors, des conseils sur où acheter ces feuilles de thé. Alors moi, je rentre du Japon et je me suis posé la même question. Où je vais acheter mes feuilles de thé? Donc pour le moment, en fait, je continue à les acheter au Japon, à me les faire envoyer. Mais sinon, vous avez de très belles maisons de thé en France. Moi, je travaille pour la maison de thé Unami à Lille, par exemple, qui a du thé très qualitatif. Cette maison de thé existe aussi à Bruxelles. Mais vous avez plein d'autres maisons de thé en France. Malheureusement, moi, j'ai pas pu encore tester toutes les maisons de thé en France pour vous dire, pour vous donner des bonnes adresses. Après, vous avez aussi... comment il s'appelle? Vous avez, il faut vraiment, si vous ne le connaissez pas, c'est Florent Vogue. Alors si j'ai peur de déformer son nom. C'est un sommelier en thé qui habite au Japon. Enfin moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris indirectement. Il ne le sait peut-être pas, mais il m'a beaucoup appris. Et il a une boutique de thé en ligne. Et ça s'appelle comment déjà? Oh, je sais plus, mais il vous envoie les thés directement du Japon. Cherchez Florent Vogue, Weugue. Cherchez-le, il est sur Instagram aussi et il y a sa boutique. Et là, vous êtes sûr d'avoir du thé du Japon très qualitatif. On peut laisser les feuilles longtemps dans un thé infusé à froid ou vaut mieux les enlever au bout d'un moment. Si vous infusez complètement à froid, votre thé ne va pas vraiment devenir amer. Si vous comptez le laisser plus longtemps qu'une journée, moi je vous conseille de le transvaser et d'enlever les feuilles. Voilà. Mais moi sinon, quand je le laisse une journée avec les feuilles dedans, j'y touche pas. Il n'y a pas de souci. Le goût se corse un tout petit peu, mais comme c'est infusé à froid, ça ne devient pas trop amer. Non, ça ne devient même pas amer du tout. Donc, par contre, si vous faites du thé glacé que vous laissez plusieurs jours dans votre frigo, il vaut mieux enlever les feuilles. Sachez que quand même, le thé, ça reste de l'eau. Il y a des bactéries qui se forment. Même si c'est au frigo, moi je conseille de consommer son thé froid en une journée. 2 journées maximum. Parce qu'après, on ne sait jamais quoi. Donc, si vous comptez le laisser, pas le boire dans la journée, le faire traîner sur 2 jours, peut-être enlever les feuilles, oui, le matin quand vous vous réveillez, après qu'il ait passé la nuit au frigo, vous secouez un petit peu et puis vous transvasez pour enlever les feuilles. Mais moi, honnêtement, je ne le fais jamais parce que j'ai la flemme, tout simplement, et que de toute manière, la bouteille ne me tient pas la journée. Donc, voilà. Merci Lucie, elle vous a envoyé l'adresse du site internet de Florent, thedujapon.com. Là, vous avez des thés japonais très qualitatifs et au niveau des prix, il est plus que correct. Voilà, thé du Japon, super. Merci beaucoup de participer aussi activement, c'est hyper agréable. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais envie de terminer ce super festival en fait avec un bol de thé.
et de mélanger cérémonie du thé et thé du quotidien. Parce que moi, j'ai commencé le thé avec la cérémonie. Donc la cérémonie du thé, je pense que vous l'avez découverte hier avec Simon de Dojo Vagabond, qui vous a fait une superbe cérémonie en ligne. J'ai pas pu la voir, mais je suis sûre qu'elle était superbe. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, moi, je vais pas faire un truc de cérémonie, on va changer. J'avais envie de mêler un petit peu le côté cérémonie et le côté saubelier, le thé du quotidien. Donc j'ai envie qu'on prépare en fait un matcha froid ensemble. Le matcha, c'est à l'image vraiment d'une boisson chaude, alors que c'est excellent froid aussi, et l'été, c'est trop génial. Pareil, vous pouvez l'agrémenter avec de la menthe, mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez rajouter après du lait végétal ou du lait froid. Vous pouvez en faire de super boissons pour l'été. Donc on va faire ça en fait. Merci Lucie. Merci, c'est super gentil. Du coup, on va faire ça ensemble. Donc, si vous voulez, moi là, je vais aller chercher mes glaçons en fait. Donc, pendant que je cherche mes glaçons, pour ceux qui veulent, vous pouvez vous munir d'un bol. Si vous n'avez pas un bol à matcha, on s'en fout. Vous prenez n'importe quel bol de la maison, c'est pas grave. Le thé, c'est pour tout le monde et il n'y a pas de règle, je le répète. Vous prenez un bol, vous prenez du matcha. Si vous n'en avez pas, ça va être un peu compliqué. Mais même si c'est que du matcha culinaire, on s'en fout. On veut juste passer un bon moment ensemble. Donc, vous prenez un bol, du matcha et si possible des glaçons. Les glaçons, faites attention, sachez pour la suite, ne faites pas vos glaçons avec l'eau du robinet parce que sinon ça va complètement, je perds mon français, ça va complètement gâcher le goût de votre matcha, ce qui serait un petit peu dommage. Donc voilà, vous prenez tout ça, si vous avez un fouet à matcha, donc un chasen, vous le prenez aussi, sinon je sais pas, moi vous prenez une fourchette, un petit fouet de cuisine, ce que vous voulez, et on va préparer ça ensemble. Je vais chercher mes glaçons et on se retrouve là dans 30 secondes. Ne disparaissez pas, hein. Je reviens tout de suite. Voilà, ça va, tout le monde est encore là, je suis rassurée. Faisons-lui un prank. Oh non, ce serait pas sympathique ça. Bon, vous êtes prêts? On peut commencer? Donc, en fait, il y a plusieurs façons de préparer le matcha froid, pardon. Moi, comme j'aime pas me prendre la tête et que j'aime bien quand c'est vite fait, bien fait, ça pour la cérémonie du thé, je fais la méthode la plus facile et je trouve que c'est la meilleure en fait au niveau du goût. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je m'envoie pas des fleurs, hein, c'est vraiment, c'est hyper facile. Donc avant de toucher mes ustensiles, j'ai pas enlevé mes bagues tout à l'heure, mais c'est pas bien. Normalement, on enlève ses bagues et ses bijoux parce que si on fait, on abîme le bol avec les bijoux, ce serait dommage. Surtout mon super bol, je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, en fait ce sont des lucioles. Donc je suis un petit peu en retard parce que les lucioles au Japon c'est fin juin si je ne m'abuse. Et en fait c'est des petites lucioles qui sont peintes à la main sur mon bol. C'est un cadeau qu'on m'a fait et je serais vraiment triste de l'abîmer et de le rayer avec mes bagues. Donc vous prenez votre bol. Pour la préparation du matcha, je vous renvoie à ma vidéo, mais je vais refaire en fait les mêmes gestes parce que même pour un matcha glacé, je procède de la même manière. On met un petit peu d'eau chaude dans son bol parce que grâce à ça, on va réchauffer le bol. Alors nous, on veut un thé froid, vous allez me dire pourquoi on réchauffe le bol? C'est parce que ça va permettre au matcha de mieux dégager ses arômes, la chaleur. Ah, c'est la saison des lucioles en France. Ben regardez, c'est magnifique. Oui, et sachez que dans le thé, la cérémonie du thé, les saisons, c'est très important et on choisit ses ustensiles par rapport à la saison. Merci beaucoup. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. C'était un cadeau d'une de mes chefs avant de quitter mon entreprise de thé au Japon. C'est un très beau cadeau et j'avais peur qu'il arrive en morceaux en France. Et ben, regardez, il a résisté. Donc, je réchauffe mon bol un petit peu. J'en profite pour mouiller mon chasen. On va le mouiller, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir en fait, comment on dit, assouplir les tiges du chasen et ça va éviter de le casser. Donc hop, on les passe dans l'eau chaude un petit peu. Voilà. Ma table est super haute par rapport à moi. J'espère que je ne vais pas galérer
à faire le thé. Hop, on jette l'eau chaude. Avec un petit chiffon, on essuie. Voilà, si vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est pas grave, hein, mais... Oui, tout à fait. Les saisons sont vraiment très importantes dans la culture japonaise. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on n'a pas le temps. Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Alors, je mets mon bol devant moi. C'est parti. Alors, on prend son matcha. Sachez que normalement, quand on fait un matcha, on met à peu près 1 ou 2 grammes. Entre 1,5 gramme et 2 grammes. Ça dépend les régions au Japon et ça dépend vos goûts culinaires, enfin vos goûts en termes de matcha. Quand on veut faire un matcha froid, comme on va rajouter des glaçons après, les glaçons vont fondre, rajouter de l'eau. Donc on va mettre un petit peu plus de poudre au début. Le matcha, essayez de le tamiser avant de l'utiliser. Par exemple avec ce genre de choses, de petites passoires. Moi il est déjà tamisé, hein, je l'ai préparé avant. Ça vous permettra de ne pas avoir de grumeaux et c'est plus agréable quand on boit. J'ai ma cuillère à matcha, la chashaku. Si vous n'en avez pas, vous prenez une cuillère à café. On y va. Alors, moi, je suis très généreuse. Je vais en mettre pas mal. J'en mets 2 grosses cuillères. Voilà, là, j'ai 2-3 grammes, là, au moins. Hop. J'essuie tout de suite mon chashaku. Jamais le passer à l'eau. Attention, c'est du bambou. Il va se déformer. On fait attention. Voilà, j'ai mis ma poudre dans mon bol. J'en ai mis beaucoup. Après, vous adaptez à vos goûts. Hein. Et ce qu'on va faire là, en fait, c'est d'une simplicité enfantine. On va mettre de l'eau chaude, très chaude, 90 degrés, pour bien dégager les arômes du matcha. Et on va fouetter le matcha. Et à la fin, on va rajouter des glaçons. Et ce sera prêt, tout simplement. Alors, mes glaçons sont collés. Je vais mettre un petit peu d'eau chaude dessus pour les aider à se décoller, parce que sinon, on a encore la demain. Voilà. Allez, c'est parti. On prend l'eau chaude, on prend son chasen. Je vais essayer de faire le matcha comme ça. Je vous conseille, quand vous faites du matcha, soit de le faire debout, soit de le faire assis, soit de le faire sur une table un petit peu plus basse. Parce que là, c'est un petit peu difficile de contrôler le mouvement du bras en étant à cette hauteur-là. Vous voyez mon coude comme il est mon poignet comme il est. Ça, normalement, c'est pas bien. Il faut être plus bas pour pouvoir être plus souple. Mais c'est pas grave. Vous mettez de l'eau, à peu près 80 ml. Moi, je compte jamais. Hein. On va dire un bon tiers du bol. Et c'est parti. Vous prenez ce moment pour vous reconnecter, pour vous relaxer. Voilà, demain c'est lundi, on recommence la semaine. Donc on finit le week-end avec un bol de thé. Ah ouais, c'est vraiment dur de faire dans cette position. Vous savez quoi, je vais enlever ma petite table dessous. Ça fera déjà moins de hauteur. Ah, c'est mieux. Et voilà, notre matcha est prêt. Donc là, il est chaud. Et là, on va mettre nos glaçons dedans. Ou du moins, on va essayer parce que les miens sont toujours collés. Alors moi, je fais ça avec les doigts. Hein, ne soyez pas choqués. Hop, on en met la dose hein, parce qu'on a envie qu'il soit glacé notre matcha. Hein. Alors, j'ai pas pensé à mettre une petite cuillère, mais vous pouvez mettre une petite cuillère pour mélanger un petit peu pour que les glaçons fondent et refroidissent. Et vous avez un matcha glacé. Donc il faut attendre un petit peu. Hein, j'ai oublié la cuillère, c'est pas grave. Vous remuez un petit peu, comme ça refroidit plus vite.
les glaçons commencent à fondre et vous avez un matcha glacé. Vous pouvez donc l'agrémenter en mettant de la menthe dedans, ce que vous voulez. Vous pouvez y rajouter un petit peu de lait, du lait végétal pour faire un matcha latte glacé. Vous pouvez rajouter un petit peu d'épices, vraiment ce que vous voulez, ou tout simplement le boire comme ça. Alors faites attention, le matcha c'est quand même assez caféiné, il y a pas mal de théine dedans. Il est quoi 19 heures. Pour les gens sensibles à la caféine, évitez peut-être de boire ça maintenant. Mais voilà, on a fait notre petit matcha. Donc vous voyez, c'est tout simple et c'est trop bon en fait. Je vais prendre une première gorgée. À vous. C'est trop bon. Ah ouais, j'ai bien corsé en plus, il est super bon. Je vais pas dormir cette nuit. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mon atelier. Il nous reste 15 minutes, donc si vous avez des questions ou des remarques, je sais pas, n'importe quoi, bah allez-y, voilà. Parce que je crois que c'est 1 heure les lives Instagram, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des remarques, je suis toute oui pour partager avec vous maintenant. Prenez-vous plus de thé chaud l'hiver que de thé froid et plus de thé froid l'été que de thé chaud? Alors, moi j'avoue que je préfère boire chaud, mais c'est vraiment personnel. J'ai l'estomac un peu fragile, donc bon, j'avoue que je bois plus chaud que froid même en été. Mais c'est vrai que les jours où il fait par exemple 30 degrés, enfin au Japon l'été c'est terriblement chaud, là je buvais quand même du thé froid. Là, ouais. Mais je bois plus chaud que froid, ouais. Bonne dégustation, merci beaucoup, à vous aussi. Le matcha glacé doit se boire immédiatement ou on peut le conserver et le boire plus tard? Bonne question. En fait, j'ai jamais conservé un matcha. Ce que j'ai peur, c'est que le matcha, quand vous le faites, donc il a une jolie mousse, c'est que la mousse, elle retombe et que les glaçons fondent trop dans le matcha et que du coup, ça vous fasse juste un espèce de truc vert froid et qui perde ses arômes aussi. Non, je pense qu'il faut... Au niveau gustatif, il sera beaucoup meilleur bu tout de suite que si vous le mettez en bouteille. Je dis pas que vous ne pourrez pas le boire, il sera toujours bon à boire, mais déjà au niveau des arômes, les arômes seront partis, les glaçons auront trop fondu, donc il y aura trop d'eau, et la mousse sera partie. Donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible dans le thé. Alors, le matcha glacé dans ça j'ai déjà vu. Où peut-on trouver du matcha? Par exemple sur la boutique de Florent Vogue que je vous ai partagé tout à l'heure là, thedujapon.com. Ces matchas sont très qualitatifs. Après, sachez qu'il y a des très bonnes maisons de thé en France qui en vendent aussi. Faites juste attention parce qu'il y a beaucoup d'endroits en Europe qui vendent du matcha sous l'appellation matcha et ce n'est pas du matcha. Donc, j'ai ouvert une chaîne YouTube récemment et ça fera l'objet d'une de mes vidéos où je vais essayer d'expliquer un peu comment reconnaître un bon matcha d'un mauvais matcha. Voilà. Hontoni arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Kochira koso. Merci beaucoup. Merci à vous. Aimez-vous la glace au matcha? Je suis allergique au lait. Donc malheureusement, je ne peux pas en manger. Mais je suis sûre que c'est excellent. Attendez. Alors, Dojo Vagabond, Simon nous parle du site Hippodo. Je ne connais pas du tout. Je vous avoue, pour l'instant, moi en France, je ne sais pas. Mais faites confiance à Simon. Il fait de la cérémonie du thé, donc il sait de quoi il parle. Donc, il nous parle du site Hippodo. Je note aussi. Quel est votre cultivar de thé préféré? Moi, j'aime bien le Shizu Nanaiti Sani. Ah, alors là, c'est génial. J'adore ce cultivar aussi, Geoffrey. C'est un cultivar que j'adore beaucoup, qui est très méconnu même au Japon, qui a une très triste histoire parce que c'est un cultivar qui n'a pas de nom. Comme vous le voyez, c'est un numéro. Il n'a pas du tout eu du succès à sa création et pourtant, il est fabuleux. Donc, mon cultivar préféré, c'est dur. Après, ça va dépendre de l'été. Pour les sencha, oh là là, peut-être le Saemidori, le cultivar qu'on appelle Saemidori. C'est avec ce cultivar-là en fait que j'ai vraiment commencé. J'ai bu un thé Saemidori un jour et ça a été le coup de foudre, donc il a une place importante dans mon cœur. Après, j'aime tous les cultivars, mais c'est vrai que le Saemidori, j'aime beaucoup.
Après, ça va dépendre l'été, hein, parce que même si le cultivar est le même, selon la fabrication, le goût change. Mais le Shizu 7132, on dit en japonais Shizu Nanaiti Sanmi, il est excellent. C'est un très bon thé. De Shizuoka en plus. Mais merci à toi, merci à toi. Merci à vous tous. Quelle maison de thé au Japon préférez-vous? Avez-vous une région de thé préférée? Alors moi j'habitais à Shizuoka, donc forcément ma région préférée pour le thé c'est Shizuoka. J'ai rencontré de tellement de belles personnes dans le thé à Shizuoka. J'ai eu de tellement beaux échanges avec les agriculteurs là-bas et les maisons de thé que pour moi Shizuoka c'est vraiment dans mon cœur. Pour le thé c'est Shizuoka. Le thé sencha en particulier. Pour le matcha c'est Kyoto. En termes de matcha, Shizuoka il a encore un petit peu de travail à faire. Et après, sinon, ma maison de thé préférée, c'est la maison de thé Chagama. Chagama. C'est de la maison de thé qui appartient à l'entreprise de thé Marumomori. C'est l'entreprise de thé dans laquelle j'ai travaillé. C'est un des meilleurs magasins de thé au Japon. Et c'est pas parce que j'ai travaillé là-bas que je le dis, c'est vrai. C'est vrai, j'ai voulu travailler là-bas parce que pour moi, dans tous les magasins de thé que j'avais vus au Japon, c'était le meilleur. Ils font des expressos de thé là-bas. Donc en fait, le patron, il a acheté une machine espresso en France d'ailleurs, mais une vraie machine espresso, une grosse truc énorme pour faire le café. Et pendant 10 ans, il l'a étudié pour changer les paramètres et arriver à créer un vrai expresso de thé. Donc avec une vraie machine à expresso, il broie les feuilles de thé, il a fait les paramétrages. Donc si vous passez à Shizuoka, il faut vraiment que vous passiez à Chagama, c'est incroyable. Ils font aussi des cocktails alcool-thé le vendredi et le samedi soir. Vraiment, vous pouvez suivre leur Instagram, c'est fabuleux. Alors, Ippodo est une boutique au Japon. Eh ben, je la connais pas du tout, elle vient d'où? Moi, j'avoue qu'au Japon, j'achetais pas mes thés dans des maisons de thé, mais plutôt directement aux agriculteurs ou alors à l'endroit où je travaillais. Ou alors à Shizuoka, chez les petits papis-mamies qui faisaient leur thé. C'est ce que je préférais. Du coup, Ippodo, je connais pas du tout. Mais si Simon m'a parlé, c'est que c'est de la qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ma ville japonaise préférée, ben, c'est Shizuoka. C'est Shizuoka, bien sûr. J'aimerais bien vous la présenter d'ailleurs dans une future vidéo YouTube. C'est magnifique, Shizuoka. Vous avez la mer, vous avez le mont Fuji, les montagnes et les champs de thé. C'est merveilleux. Oui, ben écoutez, Curiosity a fait une vidéo de l'expresso du thé. Ben en fait, j'étais dans la vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué que c'était moi. Benjamin de Curiosité est passé au Japon. Il est venu me voir à Shizuoka et il est passé au magasin Chagama où je travaillais pour goûter l'expresso de thé. Et c'était une très belle rencontre. C'est le jour où j'ai rencontré Benjamin, donc je me rappelle très bien. C'était un super beau moment. Donc oui, vous pouvez voir en fait. Vous pouvez voir l'expresso de thé et la machine dans la vidéo de Curiosité. Exactement. C'est sa journée à Shizuoka. Je ne sais plus quand il l'a publié, mais sur son YouTube, vous devriez la retrouver. Ippodo livré en France. Bah, c'est parfait. Voilà. Ippodo, thé du Japon. Euh, Je déguste en même temps, c'est trop bon. Mmh. Voilà, voilà. Bon, il est 18h52, on a encore quelques minutes. Si vous avez encore des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai dit, parce que en fait là je suis super contente et j'arrête pas de parler, et je parle super vite, j'en ai conscience, parce que j'arrive plus à respirer. Mais si voilà, s'il y a un point que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question maintenant. Et sinon, n'hésitez pas après en MP sur Instagram, même si des fois je prends un peu de temps à répondre, c'est pas contre vous, c'est moi, ça, c'est ma personne. Ça. Euh, je suis toujours comme ça, demander à Simon de Dojo Vagabond. Des fois, je prends du temps, mais je réponds tout le temps, je vous assure. Alors, depuis quand la meule de pierre existe pour faire du matcha a-t-elle été créée au Japon? Attendez. Alors, c'est une très bonne question. Quand la meule de matcha a été créée, je ne peux pas vous donner de date parce que je ne sais pas, mais oui, ça a été créé au Japon. En tout cas, vraiment, ce type de meule, ça s'est inspiré en fait de la méthode chinoise. Il faut savoir qu'en Chine, à l'origine, on avait du thé parce que le matcha, en fait, c'est quoi? C'est des feuilles de thé qu'on va broyer, vraiment, littéralement.
Et on va boire la poudre. Et il y avait déjà en Chine à l'époque ce type de thé il y a très longtemps, mais c'était pas du matcha, ça n'avait rien à voir. Le matcha, en fait, c'est pas que la meule qui va faire un bon matcha, c'est aussi tout le processus de fabrication dans les champs de thé avant et dans les usines à thé qui vont faire un bon matcha. Donc la meule à matcha, exactement quand elle a été inventée, je pourrais pas vous dire, en sachant qu'au départ c'était vraiment à la main, maintenant c'est des machines. Peut-être que Simon il sait. Simon, tu sais quand la meule à matcha, la meule de pierre à matcha exactement, elle a été inventée. Je sais pas si tu es encore là. En tout cas, la meule de pierre actuelle japonaise, oui, hein, ça a été créé au Japon. Mais c'est inspiré, toujours inspiré des techniques chinoises. Il y a un thé avec des grains de riz. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le genmai-cha. Le genmai, ça c'est le riz complet en japonais. Et cha, c'est le thé. Donc c'est du thé au riz complet. Et c'est des grains de riz soufflés sur du thé vert. C'est excellent. Et ça marche super bien en thé froid. Alors là, du genmai-cha, un bon genmai-cha avec de l'eau tempérée, une nuit au frigo, c'est trop bon. C'est excellent. Est-ce qu'au Japon, cela se fait du sucré le thé comme en France? Non. Non, non, non. Alors là, si vous faites ça, vous allez les choquer. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut. Si vous, vous aimez sucrer votre thé et que vous trouvez ça bon, eh bien sucrez votre thé. C'est tout. Bon, pendant une cérémonie du thé, évitez de le faire. Mais sinon, chez vous, soyez créatifs. Soyez créatifs et surtout, n'oubliez pas que le thé, c'est pour vous. C'est pour vous faire plaisir et faire plaisir à votre palais. Donc si vous avez envie de mettre du sucre dedans, mais allez-y. Allez-y. Puis vous verrez petit à petit, vous allez vous habituer au goût du thé. Et après, vous ne pourrez plus le boire sucré de toute manière. Mais normalement, non, ça ne se fait pas au Japon. C'est vous les choquer là si vous faites ça, je pense. Je pense qu'ils vont vous regarder comme ça. C'est un petit peu comme les Japonais qui font du bruit. Au Japon, quand on mange des ramen, par exemple, ou des soupes, des nouilles, il est coutume de faire du bruit. Il faut faire du bruit. Donc ils aspirent, ils font plein de bruit. Pour nous, c'est hyper choquant, on est bien d'accord. Ben, je pense que si vous mettez du sucre dans votre thé devant un Japonais, il sera choqué comme ça. Ça vous a pris combien de temps pour devenir sommelière de thé? J'essaie de parler vite parce que je vois l'heure, ça a bientôt coupé, je pense. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à étudier par moi-même, en fait, pendant 2 ans. Donc, j'ai été formée auprès d'agriculteurs. J'étais à Shizuoka, donc j'avais tout à portée de main. Et après, j'ai fait une formation à distance sur 6 mois. Voilà. Mais bon, aujourd'hui encore, hein, j'ai encore tellement à apprendre. C'est sans fin le thé, c'est sans fin. Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas besoin de diplôme pour faire du thé. Il n'y a pas besoin de diplôme pour faire du thé. Il faut juste y mettre du cœur, c'est tout. Mais oui, ça a pris du temps, mais la formation 6 mois, pas tant que ça, mais il reste 2 minutes, on a un compte à rebours. La formation en soi, pas tant que ça, sur 6 mois, mais c'est tout avant le travail fait avant. Mais le thé, c'est un chemin de vie, donc voilà, on apprend jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, dernière question parce que ça va couper. Quartier de Tokyo ou ville à l'extérieur de la capitale? Shizuoka, c'est une ville. C'est à peu près 1 heure de TGV, de Shinkansen de Tokyo. Donc c'est un peu comme Paris-Lille. Vous avez le Shinkansen qui vous amène directement à Shizuoka en 1 heure, même pas. Et donc c'est une ville et une préfecture. Vous avez aussi la préfecture de Shizuoka et la ville de Shizuoka. Et dans toute la préfecture, vous avez différentes régions de thé. Et voilà, c'est génial. Et il y a le mont Fuji en plus. Génial, 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 génial. Merci Manga d'Ocas, c'est gentil. Oui, je vais faire d'autres vidéos Instagram sur le thé. J'ai très envie de partager. Et comme je vous ai dit, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans ma bio. Et comme ça, je pourrai y partager des vidéos un peu plus longues. Mais j'ai tellement envie de partager que oui, c'est sûr. Ah là là, il nous reste 40 secondes, c'est hyper stressant. Bon, les dernière question. Est-ce que pour être sommelière en thé, il faut un odorat hors norme? Hors norme. Écoutez, il faut un bon odorat, c'est mieux. Après, oui, parce que le thé, l'odorat, c'est important, mais j'ai pas envie de vous dire que si vous n'avez pas un bon odorat, vous pouvez pas être sommelier en thé, parce que c'est pas vrai. Ce sera peut-être plus compliqué, ça prendra peut-être plus de temps pour avoir les nuances, mais le thé, c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, je crois que je vais finir sur ces paroles. Le thé, c'est accessible à tout le monde. Le thé, ça connecte les gens. Et voilà.
Et je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui, ça va couper.